C'est ça, parfait. Je reviens en arrière. Je prends mon petit marqueur et c'est parti. Donc, nous parlons ce matin de Niki de Saint-Phal. Alors, vous l'aurez compris, je choisis un petit peu ce qui me plaît comme thématique. Je vous parle de ces artistes qui, moi, m'interpellent, que je découvre au cours de certaines expositions. Et Niki de Saint-Phal, c'est une artiste que j'ai découverte au cours d'une exposition au Grand Palais qui se trouvait, qui a eu lieu en 2014. Juste une question, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez bien uniquement Niki de Saint-Phal? Vous ne voyez pas les notes à l'écran? Si quelqu'un peut juste allumer le micro pour me répondre. On ne voit pas les notes. C'est bon. C'est bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, Niki de Saint-Phal, vous le voyez, est une femme artiste qui a vécu 73 ans. C'est une femme franco-américaine. Elle est née à Neuilly en 1930 et elle est décédée aux États-Unis en 2003. Ce n'est pas une femme qui avait pour destin, entre guillemets, enfin son destin, si, ça a été d'être artiste, mais c'était pas forcément à ça qu'elle était prévue ou sa vie prévue, puisque c'est une femme qui est née dans une famille aristocratique, on va dire, franco-américaine, comme je vous le disais. Elle est née à Neuilly et son nom de naissance était Catherine Marie-Agnès Phal de Saint-Phal. Très très jeune, elle va se marier, elle a 18 ans et elle se marie en secret, sans l'approbation de ses parents, ni l'approbation des parents de son mari d'ailleurs, qui s'appelle Harry Matthews. Vous voyez ici quelques clichés. Alors d'abord, il faut savoir, elle s'est mariée à 18 ans par amour pour Harry et puis aussi pour pouvoir quitter sa famille. Très vite, elle va avoir 2 enfants, une fille et un garçon avec Harry. Et elle va faire du mannequinat, vous le voyez ici sur la couverture de Vogue, car c'est une femme qui est très belle, mais qui en gros est destinée à la vie des femmes de la bonne société dans les années 50, tout simplement. Or, il se trouve que assez jeune, âgée d'une vingtaine d'années, elle a des troubles psychiatriques qui l'amènent en hôpital psychiatrique pour une durée assez courte, mais durée d'hospitalisation durant laquelle, tout simplement, elle a découvert l'art-thérapie. Et c'est à ce moment-là qu'elle décide de produire de l'art. Ici, vous le voyez, vous avez 3 images représentant Niki de Saint-Phal qui sont l'image de la modèle d'une très grande beauté. Vous voyez ici Niki avec ses nanas ballons dont je vous parlerai, et à droite, il s'agit de Niki exerçant son tir. Je vais y revenir. Simplement pour vous planter le décor, voilà ce que Niki de Saint-Phal a dit à propos de sa rencontre avec l'art. J'ai eu la chance de rencontrer l'art parce que j'avais sur le plan psychologique tout ce qu'il fallait pour devenir terroriste. Donc, ça vous plante un petit peu le décor de son œuvre. Il ne s'agit pas pour moi de vous dire que c'est dramatique, violent ou que sais-je, mais enfin, vous verrez que tout n'est pas que lumière et joie chez Niki de Saint-Phal. Voici donc, pour ses débuts et ses influences, une œuvre qui s'intitule Pink Nude in Landscape, qu'elle a peint, ou plutôt réalisé, parce qu'en vérité, ce n'est pas forcément peint. Sur plusieurs années, elle y est revenue. C'est l'une de ses premières œuvres. Et c'est une œuvre qui me permet de vous montrer un petit peu ses influences. Alors d'abord, elle est en rapport avec un art assez brut. C'est pas forcément extrêmement visible sur cette reproduction, mais nous avons vraiment affaire à une artiste qui utilise de la matière, qui utilise des éléments qui peuvent être très plâtreux. Vous le voyez ici, il y a une grosse épaisseur de matériaux. Il y a des collages aussi. Et ce qui n'est pas visible ici, c'est que la chevelure que vous voyez là, les seins et le pubis
sont en fait tout simplement des punaises tournées vers le spectateur côté piquant, qui sont comme une carapace, une armure pour la femme, une protection pour elle. Donc on a une influence chez Niki de Saint-Phal qui correspond à celle de Fautrier, par exemple, en France. Et puis, si vous regardez le ciel, vous voyez qu'elle utilise de la matière acrylique très coulante qui ressemble aussi à ce que l'on va trouver chez Jackson Pollock. J'en parlerai lorsque je présenterai le musée du MoMA dans quelques temps. Si j'avance, eh bien, vous allez trouver ici le seul et unique autoportrait intitulé ainsi et nommé comme tel par Niki de Saint-Phal, où l'on retrouve ces espèces de coulures qu'on peut apporter au dripping de Jackson Pollock. Et vous trouvez cette idée de collage, d'utilisation de différentes matières, puisque sur le buste, sur la jupe ou le pantalon, ce que vous voyez, en fait, ce sont des espèces de tessons, tout simplement, qu'elle a collés. Il faut noter aussi qu'il y a dans son visage, vous le voyez, des scarifications. Donc, en fait, elle s'est fait des marques, des cicatrices qui représentent une forme de douleur. Donc, je vais vous expliquer pourquoi immédiatement. Alors, il faut savoir que cet autoportrait, c'est aussi un changement dans sa vie. À ce moment-là, elle est mère de famille, elle est femme au foyer, entre guillemets, elle s'occupe de ses 2 enfants, elle est très heureuse en ménage avec Harry Matthews. Et au moment où elle produit cet autoportrait, en fait, elle réagit à une rencontre avec une artiste américaine qui s'appelait Joan Mitchell, qui s'est moquée en quelque sorte de Niki de Saint-Phal, qui faisait de l'art comme ça un petit peu en dilettante, comme un loisir de mère en foyer. Et Niki a très très mal pris ceci. Et en résultat, en conséquence, elle a décidé, alors qu'elle est parfaitement heureuse avec son époux, qu'elle est vraiment bien dans sa vie, elle a décidé de divorcer de son époux, de quitter ses enfants, c'est-à-dire qu'elle a laissé ses enfants à son ex-mari pour prendre sa dimension d'artiste. Donc ça, c'est déjà un élément très important dans sa vie. Les scarifications sur le visage renvoient aussi à ce que Frida Kahlo peut produire. Alors, j'ai pris cet exemple qui est juste un détail d'un des autoportraits souffrants de Frida, mais simplement parce que vous voyez que ici, ce sont les clous qui, tout simplement, peuvent donner naissance aux scarifications du visage chez Niki. Chez Niki, on va trouver aussi 2 influences majeures, 2 découvertes dans les années 50. Elle va d'abord à Barcelone, où elle découvre le travail de Gaudi et notamment le parc Güell. Et vous retrouvez dans l'utilisation des tessons de céramique ici chez Gaudi, ce qu'elle utilisait ici pour son plastron. Vous voyez, on a vraiment cette idée d'incrustation de matériaux, de matières diverses et de couleurs. Autre choc esthétique pour elle, le palais idéal du facteur cheval qui se trouve à Haute-Rive, parce que tout simplement, elle estime que ces 2 artistes sont des artistes majeurs parce que ce sont des autodidactes. Et elle-même, elle est autodidacte, elle n'a jamais pris de cours spécifiquement d'art. Et elle va développer quelques thématiques. Alors, je ne vous les présente pas de manière nécessairement chronologique, mais vraiment thématique, un peu à la manière dont c'était présenté dans l'exposition qui a eu lieu au Grand Palais, comme je vous le disais, en 2014. On va d'abord parler des mariés, qui fait partie des thématiques développées par Niki de Saint-Phal dans les années 1960. Alors chez elle, elles ne sont pas particulièrement bien traitées, ces mariées, et on commence avec une œuvre qui ne représente pas une mariée véritablement, mais qui est faite sur les mêmes éléments techniques, c'est-à-dire que vous avez une structure de grillage métallique sur laquelle elle va apposer, vous voyez, cette matière qui est en fait un peu comme du papier mâché qu'elle colle. Et elle ajoute des éléments plastiques qui sont des éléments de récupération. Donc, vous pouvez le deviner, mais vous avez ici au niveau du buste une grande quantité de petits
objets plastiques. Donc là, on a des petits poupons en plastique, par exemple. Ici, c'est un animal, un cheval au galop. Ce sont en fait des objets qu'elle a achetés à prix unique. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'elle voulait utiliser, de la récupération, qu'elle teignait ensuite pour créer finalement l'œuvre telle qu'elle l'imaginait. Vous constaterez par ailleurs qu'ici, elle utilise de vrais bigoudis pour mettre sur les cheveux, sur la tête de cette Leto. Alors Leto, c'est en fait le personnage mythologique qui est la mère d'Apollon et Artémis, les jumeaux de Zeus. Mais elle l'a intitulé aussi, vous le voyez, la crucifixion. Donc c'est une œuvre qui est placée en fait en hauteur et les jambes écartées font que le spectateur a le regard au niveau du pubis. Donc elle montre à travers ça déjà une partie de sa théorie. C'est une artiste féministe et très engagée. Et elle estime que par la place que l'on accorde aux femmes, la femme est crucifiée par la société occidentale d'une manière générale et qu'elle est réduite à quelques images. Donc ici, vous avez la prostituée sur la partie inférieure. La partie du buste, c'est la mère, puisque c'est foisonnant, c'est abondant, c'est la fertilité en fait, ni plus ni moins. Et vous voyez que la tête est atrophiée, comme si évidemment la tête pensante ne servait pas à grand chose pour une femme. Et puis cette tête, elle est tout simplement ornée de ces bigoudis qui en font une mémère. Bon, donc en fait, elle critique cette société-là. Elle la critique aussi à travers ses mariées, dont je vous montre ici un premier exemple, qui est la mariée sous l'arbre, où l'on retrouve dans l'arbre cette idée de multiplication des objets importés, assimilés, associés. Et puis, vous voyez que la mariée est quasiment plate, informe, elle est blanche. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour elle, c'est comme un zombie. En vérité, elle l'a dit, que le mariage, c'est la mort de l'individu, c'est la mort de l'amour. Donc, elle est extrêmement brutale dans ces positions-là par rapport au mariage, alors que, comme je vous le disais, elle l'avait utilisé comme une échappatoire lorsqu'elle s'est mariée à 18 ans. Et ensuite, c'est elle qui a décidé de quitter ce statut de femme mariée pour pouvoir devenir une artiste à part entière. Enfin, une mariée que vous verrez au Centre Pompidou lorsqu'il rouvrira, qui elle est en volume. Donc en fait, elle est posée au sol et elle tient debout toute seule. Cette Eva Maria, ni plus ni moins. Je voudrais juste m'appesantir sur l'accouchement rose qui fait partie des mariées, mais qui n'en est pas une, évidemment. Parce que tout simplement, on a la même technique. Simplement, ces éléments rapportés sont collés sur une toile. Donc, c'est assez étonnant. Ici, encore une fois, elle fustige le rôle que l'on donne à la femme, non pas parce qu'elle critique le fait qu'une femme accouche, non pas du tout. Elle considère d'ailleurs que les hommes sont devenus des artistes car ils ne peuvent pas donner la vie. Et qu'elle sera donc supérieure aux hommes artistes, puisqu'elle a pu donner la vie et qu'en plus, elle peut être créatrice, artiste. Mais si vous regardez bien, elle place sur cette œuvre un certain nombre d'éléments qui peuvent être aussi une critique, une association de différents symboles. Par exemple, regardez l'enfant ici qui sort du vagin au moment de l'accouchement, mais si vous regardez, en fait, plastiquement, il peut aussi ressembler à un pénis. Donc, il y a aussi cette idée-là de transpercer le corps de la femme. Sur le sein gauche, cet ensemble de petites formes que vous voyez, ce sont des vaches, donc des petites vaches en plastique. Il s'agit pour elle de montrer que finalement, l'allaitement renvoie à une forme d'animalité. Il y a des petits crânes ici sur le bras parce que tout simplement la vie et la mort sont liées chez elle. Il y a une pulsion de vie, une pulsion de mort. Cette œuvre-ci est particulièrement importante puisqu'elle l'a rapprochée de la lecture de deux ouvrages. Elle l'a rapprochée de la lecture du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, mais surtout de L'amour en plus d'Elisabeth Badinter, qui est un ouvrage dans lequel Elisabeth Badinter questionne l'amour maternel comme une donnée préexistante chez toutes les femmes. Et elle avait trouvé
ce texte tellement fort, Niki de Saint-Phal, que pour remercier Elisabeth Badinter, elle lui avait envoyé un cadeau qui est fort signifiant puisqu'elle lui avait envoyé un vase. Donc c'est assez intéressant de voir ce lien. À partir de ces mariés, de ces choses un peu particulières, violentes, on va arriver vers finalement peut-être l'image la plus connue de Niki de Saint-Phal, c'est-à-dire les nanas. Alors d'abord, je voulais vous montrer que ce dessin qui s'intitule Clarisse Again, qui a été réalisé avec Larry Rivers, est en fait presque ce qui mène vers les nanas. C'est Clarisse Rivers, l'épouse de Larry, qui est une amie de Niki, qui est enceinte. Et donc Larry crée le dessin et c'est Niki qui ajoute tous ces éléments, vous voyez, floraux, décoratifs. Et c'est à partir de ce dessin de cette femme enceinte, pleine, qu'elle va créer en volume pour la première fois ces nanas qui sont plus grandes que nature. Elles sont très très imposantes et elles sont pour certaines, vous le voyez, amputées. En fait, elles n'ont pas de bras. Elles ont une tête minuscule. Donc la tête assez petite, c'est quelque chose d'important parce qu'elle va renvoyer aux caractéristiques de la représentation du corps féminin finalement depuis l'Antiquité. Il faut penser, et je m'aperçois que je ne vous ai pas mis d'image, je suis désolée, mais il faut penser aux Vénus préhistoriques en pierre, où le corps féminin est vraiment réduit à ses seins et ses hanches et le vagin. Donc ici, elle le surexpose en quelque sorte ce vagin par la décoration qu'elle y apporte. Très vite, ces nanas vont devenir une source de joie, de légèreté, d'amusement. Et donc, à partir de 1968, elle confie à sa sœur Elisabeth la production de ces nanas en ballon gonflable qui sont vendues à des prix très très corrects, vraiment, en grande surface, chez Prise Unique, qui sont des jeux de plage, tout simplement, et qui pour elles sont aussi un outil puisqu'il s'agit de mettre dans les mains des garçons et des filles des poupées qui incarnent la jouissance et la féminité indisciplinée. Donc en fait, il s'agit déjà pour elles de sortir un peu des carcans, des jouets habituels et des rôles préétablis pour les hommes ou les femmes. Ce phénomène des nanas, c'est quelque chose qu'elle va développer pendant quasiment toute sa carrière, à partir de la fin des années 1960, et qui vont prendre des formes variées. Donc on l'a vu ici en plastique. On a vu les toutes premières, donc les précédentes ici, c'est la même structure que celle des mariés dont je vous parlais, une structure en métal sur lesquelles elle va mettre une forme de papier mâché qu'elle va vernir. Ensuite de quoi elle va passer à une reproduction ou une production en polyéthylène qui va lui causer des problèmes de santé. On va en reparler. On en trouve aussi en extérieur. Alors, ceci, c'est sa réinterprétation des Trois Grâces, qui est un thème extrêmement classique dans l'histoire de l'art depuis l'Antiquité. Vous voyez toujours joyeuses, dansantes. Alors là, elles sont présentées figées, mais en réalité, Niki de Saint-Phal les avait mises en mouvement elle-même et elle les a réinterprétées à de nombreuses reprises. Enfin, je voulais m'arrêter sur celle-ci, qui est l'une des premières, puisque Black Rosie date de 1965. Et c'est vraiment un symbole de son message politique à travers son art, puisque c'est un hommage à Rosa Parks, dont l'épisode fameux de son procès pour avoir refusé de s'asseoir dans la partie réservée aux Noirs dans le bus, n'avait que 10 ans, donc elle se saisit vraiment de cela. Et elle précise: une femme dans la civilisation des hommes, c'est comme un nègre dans la civilisation des blancs. C'est son devoir de refuser, de se révolter, de déclarer son indépendance. Alors elle ne dit pas, elle utilise le mot nègre parce qu'elle a vécu son enfance aux États-Unis, étant d'une famille riche, elle avait des domestiques noirs et elle ne supportait pas la manière dont on les traitait. Donc elle réutilise, elle se réapproprie le vocabulaire et par ailleurs elle veut choquer aussi pour montrer à quel point finalement le racisme et le sexisme sont extrêmement proches.
Ces nanas joyeuses mènent à d'autres femmes, puisque en 1978, elle propose une exposition qui s'intitule Devouring Mothers, donc les mères dévorantes, puisque Nikki utilise toujours son art pour régler ses comptes, en quelque sorte. Et voilà comment elle représente les mères en général. Les mères dont ce que l'on pourrait refuser, c'est-à-dire ce que l'on ne veut pas être, les mauvaises mères, celles qu'on refuse de devenir. Pourquoi est-ce qu'elle a ce rapport-là? Parce qu'elle a dit elle-même qu'elle avait été élevée comme une pouliche à marier. Donc elle a vraiment beaucoup rejeté finalement son éducation, le rôle de sa mère. Et en fait, le rapport de Niki de Saint-Phalle à sa mère est très complexe. Je vais y venir dans un instant. Je voulais juste attirer votre attention sur les assiettes de ce thé chez Tiffany. Alors ici, celui-ci, on l'identifie très bien, c'est un petit crocodile. En fait, elles mangent des crocodiles avec leur thé, ces dames, déformées, vous le voyez. Et ce qu'on voit difficilement, c'est que dans cette assiette-là, il s'agit en fait d'un petit homme, un homme sous forme de pantin qu'elles vont manger aussi. Donc, vous l'avez vu déjà avec les mariés, avec Leto, Niki de Saint-Phalle règle ses comptes avec les hommes en tant que féministe, en tant que femme et par rapport à son histoire personnelle, je vais y venir, mais elle règle aussi ses comptes avec les mères, ces figures féminines étouffantes qui elles-mêmes participent de ce sexisme ambiant en quelque sorte en élevant des femmes qui vont devoir rester finalement dans le rôle qui leur a été imparti. Et puis, elle règle ses comptes avec sa mère, personnellement, puisque la toilette que vous voyez ici a été produite l'année du décès de Jacqueline, donc sa mère, avec qui elle a toujours eu une relation assez complexe parce que Jacqueline était enceinte de Niki en 1930, au moment du krach boursier, dans une famille qui a fait fortune dans la banque. Lors de sa grossesse, elle a appris les infidélités répétées de son époux. Et donc, en fait, Jacqueline a toujours rendu sa fille responsable de tous les malheurs qui lui arrivaient, tout en n'essayant pas de résoudre ces problèmes-ci. Donc, Niki, en fait, après la mort de sa mère, règle ses comptes avec elle, puisqu'elle la présente à la toilette, vous voyez, devant un meuble sur lequel il y a une quantité de fard, de poudre, etc., encore en train de se farder, alors même qu'elle est morte. Vous voyez, c'est un crâne. C'est un crâne de mort, tout simplement, qu'elle montre. Et puis, elle reste tout de même la fille de sa mère, elle reste une enfant face à sa mère, puisque vous voyez sur le vêtement, elle met des petits cœurs enfantins. En fait, c'est à la fois un cri de haine et d'amour pour sa mère. Il y a vraiment quelque chose de toujours assez antinomique. Alors là, on a parlé de sa manière de représenter sa mère, les femmes, etc. Maintenant, on va voir comment elle représente les hommes d'une façon générale, avec une série qu'elle a intitulée Les Tirs, qui est en fait antérieure aux mariés et aux nanas, qui est une série qu'elle a commencé à mettre en œuvre en 61 et 62. Et dont elle précisait que l'idée lui était venue en voyant un monochrome blanc qui était accroché à côté d'une de ses œuvres. Et elle a dit qu'elle a eu envie de la faire saigner. Donc vous allez comprendre de quoi il s'agit. En 1961, on commence avec cette œuvre qui est en fait pas un tir, mais qui va vers le tir. C'est une œuvre qui s'intitule, vous voyez, Saint-Sébastien, Portrait of My Lover. Elle ne dit pas de quel amant il s'agit, elle ne l'a jamais dit. En revanche, il s'agit bien d'une chemise de son amant qu'elle a aspergée de peinture. Et vous voyez qu'à la place de la tête, elle a mis une cible sur laquelle elle a tiré des fléchettes. À partir du moment où elle a présenté cela, où c'est elle qui tirait seule les fléchettes, elle a développé ce concept pour créer un art beaucoup plus participatif dans lequel finalement c'est le public qui crée l'œuvre d'art en la transformant par l'acte de tirer dessus. Donc je m'explique. Vous avez une toile ici pour cette œuvre.
ou sur laquelle elle a fixé un certain nombre d'éléments. Vous voyez ici un fauteuil de tracteur ou que sais-je en métal. Vous avez des pinceaux, une hache, différents ustensiles, une chaussure. Le tout est recouvert d'un badigeon de plâtre blanc, de peinture épaisse blanche. Et tout en haut, il y a en fait sur la structure un sac blanc dans lequel elle a mis plusieurs petits sacs remplis de pigments. Alors pas de pigments en fait, de peinture acrylique pour que ça puisse couler, sinon ça sèche. Et donc tout l'art de la performance, ça va être tout simplement de demander d'abord elle de tirer et puis ensuite au public de tirer sur l'œuvre d'art pour que les petits sachets soient percés par les balles. Et ainsi, on crée l'œuvre et on fait saigner l'œuvre. C'est ainsi qu'elle entre dans un cercle qui s'appelle les nouveaux réalistes, dans lequel se trouve son second époux. Alors, ils sont restés ensemble très longtemps avant de se marier, et ils se sont mariés vers la fin de leur vie. Il s'agit de Jean Tinguely. Ici, c'est un tir de Jasper Jones. Alors, pourquoi de Jasper Jones? Parce que vous voyez ici, elle s'amuse à reprendre le motif de la cible qui a rendu Jasper Jones célèbre. Il s'agit aussi d'une œuvre ironique où elle se moque un peu de formalisme de la peinture américaine. Et Jasper Jones a participé, donc Jones a tiré symboliquement sur une de ses œuvres. Ça l'a beaucoup amusée et puis c'est en fait une manière pour elle de mettre à mort l'art tel qu'il est préétabli. Des tirs, elle va créer une série qui s'appelle les Tears, où en fait elle exorcise un certain nombre de démons. Je vais vous montrer maintenant son œuvre peut-être la plus violente, enfin pas peut-être, la plus violente. Il s'agit de la mort du patriarche. Donc c'est le principe d'un tir, hein. Simplement ce n'est plus une toile, mais c'est une espèce de sculpture en volume collé sur une toile, où on reprend tous les petits éléments que vous avez vus, mais à la différence des tirs précédents, ce sont en fait des bombes de peinture qui sont accrochées à l'œuvre, et on tire sur la bombe de peinture qui va du coup créer l'œuvre. Vous constaterez qu'elle s'est acharnée ici au niveau du cœur, ici au niveau du sexe, et que là on a vraiment l'impression que le personnage saigne. Vous voyez la petitesse du crâne, donc il est réduit à rien, ou plutôt il est réduit à cet immense avion phallique qui remplace l'arme de cet homme, qui n'est autre que donc le patriarche. Parce que Niki de Saint-Phal a été violée à l'âge de 11 ans à plusieurs reprises par son père. Et vous vous souvenez qu'au début, durant sa jeunesse, dans ses 20 ans, elle a été internée en psychiatrie et elle avait écrit une lettre à son père en lui demandant de dire, en quelque sorte, et son père avait avoué, écrit dans la lettre, effectivement, qu'il avait abusé d'elle. Au passage, son troisième prénom, c'est Agnès, c'était le prénom de l'amour de jeunesse de son père. Et le médecin qui soignait, qui traitait Niki de Saint-Phal, ayant lu la lettre de son père, l'a déchirée et a dit que ça ne pouvait pas être vrai parce qu'un homme aussi intelligent que le père de Niki de Saint-Phal ne pouvait pas commettre de tels actes. Donc, des années plus tard, on est 20 ans après son internement, eh bien, elle trouve un exutoire à travers cette œuvre, notamment. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi au revers des tirs, et on voit qu'elle a tiré aussi dans le dos au niveau du cœur et du pénis. Donc, en fait, les zones qui lui ont fait du mal très longuement dans sa vie. Elle a encore continué cet exorcisme à travers la production et le jeu dans un film qui s'intitule Daddy, qui date de 1973. Je ne vous le recommande pas nécessairement parce qu'en fait, c'est extrêmement violent. En fait, c'est juste... c'est clairement Niki de Saint-Phal qui se venge de son père. Elle a raison sans doute, évidemment, mais c'est pas un film qui a un intérêt particulier du point de vue cinématographique ou artistique. C'est vraiment Niki de Saint-Phal qui se venge. J'avance toujours dans cette série des Tears avec une œuvre que Niki estimait être la synthèse de tout son art. Elle estimait qu'il y avait tous les grands thèmes de son travail, qui s'intitule, vous le voyez, King Kong, qui date de 1962. La date est très importante. Ce sont 5 panneaux qui forment une œuvre qui mesure plus de 6 mètres de long. C'est très, très, très impressionnant.
Et vous voyez, elle a disposé plusieurs éléments. Donc ici, on retrouve une femme qui accouche dans la même position, voire plus exagérée que l'accouchement rose. On retrouve ici un couple marié. On voit ici une cathédrale, on va y revenir. Le soleil, le drapeau américain, Godzilla, New York, des missiles qui détruisent New York et ici une petite galerie de portraits. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait de son interprétation de deux éléments qui l'effrayaient énormément. La crise des missiles de Cuba, qu'elle transpose ici sur New York, et puis Godzilla, qui est en fait un personnage de la culture populaire, d'abord nippone, qui est ensuite adapté aux États-Unis, et qui est un monstre qui est né de la radioactivité et des essais nucléaires. Donc en fait, elle a très peur de cette crise nucléaire et des essais nucléaires, et elle l'indique ainsi. Et elle nous montre à travers cette galerie de portraits ceux qui sont responsables des États qui causent ces dangers immédiats. Il s'agit de Khrouchtchev. On retrouve Kennedy, Washington, alors bon, il n'est plus responsable de rien, lui, Castro, Lincoln, et en dessous, ici, vous voyez le Père Noël. Voilà. Donc le Père Noël est responsable aussi, apparemment. Vous constaterez toujours les jets de le spray, la couleur qui coule, hein, donc c'est toujours un système de tir aussi qu'elle a conservé. Toujours dans cette veine, je vais avancer un tout petit peu plus vite pour les hôtels et cathédrales. Je vous en montre que deux exemples. Avec ici l'hôtel OAS. Alors évidemment, le choix des lettres n'est pas anodin puisqu'on est en 1962. Ça renvoie bien sûr à la guerre d'Algérie, excusez-moi, mais ça renvoie surtout pour elle à une œuvre d'art sacré. Donc elle a un rapport à la religion qui est particulier, elle a été élevée chez les sœurs, et voilà ce qu'elle en dit. La religion, je n'ai jamais tiré sur Dieu, j'éprouve une grande difficulté et une grande attirance. Je tire sur l'Église, je glorifie la cathédrale. Donc vous voyez qu'ici, elle remplace le Christ par une chauve-souris, qui est quand même un symbole plutôt du vampirisme. D'ailleurs, la chauve-souris tient une espèce de gousse d'ail gigantesque. Vous voyez des idoles qui se pâment devant l'autel. Et vous voyez que les crucifix sont tout simplement tenus en joue par ces armes. Ce qu'elle dit bien, c'est que dans son art, elle veut la cathédrale, c'est-à-dire la communauté, plus que l'institution de l'Église et de l'art. Et elle insiste là-dessus avec la cathédrale que vous voyez ici, qui est totalement ensanglantée. Cette cathédrale rouge, c'est encore une fois du spray qu'elle a utilisé. Enfin, dernière thématique, les jardins et les fontaines, puisque vous pouvez voir des œuvres de Niki de Saint-Phal un petit peu partout, avec d'abord ici le projet commun entre elle et Jean Tinguely. Donc là, c'est un dessin qui permet de mettre en place la fontaine Stravinsky, que vous voyez ici, qui est juste à côté du centre Pompidou, qui est souvent en restauration parce que ce sont des mécanismes extrêmement complexes, malheureusement, donc c'est très difficile. Mais là, les mécanismes de Tinguely ont été rénovés dernièrement et ils sont donc en état de fonctionner. On sort un peu des jardins, me direz-vous, mais en réalité, le parfum que vous voyez ici, que Niki de Saint-Phal a fait éditer en 1982, et dont elle a fait la promotion avec ce serpent. D'ailleurs, le serpent, c'est un motif qu'elle reprend souvent. Elle dit qu'elle a fini par trouver, à travers son art, de la joie dans cet animal qui, au départ, était source de frayeur chez elle. Eh bien, elle a fait cette édition de parfum pour pouvoir financer son grand projet en Italie, que voici, qui est le jardin des Tarots, qui se trouve en Toscane, et qui présente un ensemble de 22 maisons-sculptures gigantesques, puisque ce sont les 22 arcanes du tarot de Marseille. Donc, elle a réinterprété toutes les œuvres, ça se visite encore maintenant. Elle y a passé des années et des années, et elle avait installé dans la plus grande de ces maisons, que voici, qui est l'impératrice, son atelier, son lieu de travail,
Ses assistants et elle y ont vécu. En fait, c'est pas juste vide, hein. Ce sont des espaces qui sont entièrement aménagés, où l'on retrouve le travail de la mosaïque, qui vous rappelle évidemment le travail de Gaudi. C'est vraiment l'idée de partage, de joie, de destin aussi, hein, à travers la lecture des tarots, hein, tout simplement. Et à la fin de sa vie, en fait, elle souffrait beaucoup, donc c'est moins elle qui travaillait parce que travaillant le polyester et des matières toxiques, elle avait endommagé gravement ses poumons. Et elle est morte, hein, des suites de cette intoxication, malheureusement à cela. Mais elle a toujours refusé de ne plus travailler. En fait, elle s'est donnée entièrement à son art. Donc l'impératrice, c'est la plus grande de ces maisons sculptures abris joyeux. On retrouve bien évidemment le diable. Alors le diable ressemble toujours, vous voyez, avec ce sexe menaçant. Alors il en a 3, hein, carrément des pénis. Oui, menaçant, mais si vous regardez bien, il a aussi une poitrine qui est prononcée. C'est presque finalement comme si elle avait réussi avec le diable à faire une synthèse du féminin et du masculin et qu'elle avait réussi à dépasser peut-être tout ceci. La justice, avec ici son écriture, hein. Alors je ne vous ai pas du tout mis des images de ses dessins qui sont toujours extrêmement joyeux. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe et de grammaire dans les textes de Niki parce que, ne l'oubliez pas, elle a fait l'essentiel de sa scolarité aux États-Unis, donc elle a parfois des expressions en français qui sont totalement fausses. Elle oublie des E, par exemple racisme, elle l'écrit pas racisme, elle écrit racism, mais c'est parce qu'elle est de cette double culture. Et enfin, un dernier exemple avec la tempérance, qui correspond tout à fait aussi à son style, hein, cette légèreté. Vous voyez l'eau qui va d'un côté et de l'autre, hein, pour tempérer la chose. Je voulais juste vous citer ce qu'elle a dit à propos du jardin des tarots. Il s'agissait pour elle d'un lieu métaphysique, un lieu de méditation, un lieu qui réjouisse les yeux et le cœur. Elle a mis des années à le construire, à le concevoir, et elle a vraiment essayé d'autofinancer la chose. Enfin, voilà une de ses dernières œuvres. Alors ici, elle date de 1990, mais elle l'avait rééditée en 2000. C'est un crâne, vous le voyez, tout simplement, qui est une salle de méditation. Donc on peut entrer dans l'exposition, on en avait un qui était plus petit, mais malheureusement on ne pouvait pas entrer dedans. Mais voilà, vous voyez, c'est ça aussi Niki de Saint-Phal, c'est la réappropriation, l'appropriation par le public de son œuvre. C'est quelque chose de joyeux et de l'ordre du partage. Enfin, le crâne renvoie aux cavalleras mexicaines, hein, cette culture de la mort joyeuse. Et ça renvoie aussi à quelque chose de sa propre biographie, puisqu'en 1962, une voyante lui avait prédit « Vous ornerez la mort avec les enchantements de l'enfance ». Donc c'est tout cela qu'elle met en œuvre. Enfin, pour finir, je ne vais pas les détailler, mais je voulais juste vous montrer quelques œuvres que vous pouvez voir à proximité de Paris. Alors, je sais que vous n'êtes pas tous dans la région parisienne, mais enfin, voici ici 2 tombes qu'elle a ornées à Montparnasse. Alors, à gauche, c'est son ami Ricardo qui était mort du sida et qui est mort anonymement. C'est elle qui a payé la tombe et qui a créé ce chat sur la tombe. Et puis l'oiseau que vous voyez ici, pareil, c'est quelqu'un qui n'avait pas les moyens. Elle lui a payé un emplacement double. Et donc ces 2 œuvres sont plutôt ces 2 tombeaux, ces 2 tombes sont permanents parce que ce sont des œuvres de Niki de Saint-Phal. C'était aussi ça, Niki de Saint-Phal, c'était donner une voix finalement à ceux qu'on n'écoutait pas, les gens qui très très tôt mouraient du sida, les homosexuels. Enfin, elle a vraiment toujours voulu soutenir tous ceux que l'on rejetait. Et voilà le Cyclope, qui est une sculpture monumentale qui a été restaurée il y a peu, qui est dans la forêt de Milly-la-Forêt, dans laquelle on peut entrer et qui est une collaboration avec Jean Tinguely, avec qui elle s'était mariée vraiment à la fin de leur vie. Voilà pour cette rapide présentation de Niki de Saint-Phal. Et je vous rappelle les prochaines thématiques. Donc, toujours pour la visite confinée, une demi-heure sur les plus beaux nus du Louvre ce vendredi à 11 h. Et puis dimanche, je propose une visite plus longue, fouillée, de Pompéi, donc dans votre salon à 15 h cette fois-ci.
Voilà, je vous remercie de votre attention.